pas à donner ma caution pour ce genre de publicité. C'est tout. Alors, une petite question d'actualité. Quand on entend ce que vous dites, et quand on lit ce livre, est-ce qu'aujourd'hui il faut s'engager en politique? Parce qu'on a un milieu qui est totalement infiltré, l'ennemi a le pouvoir, est-ce que c'est pas un peu démobilisateur? Ben, ça dépend des caractères. Ça dépend des caractères. Il y en a qui se découragent facilement, il y en a qui, au contraire, quand ils se rendent compte qu'ils sont manipulés, ont envie de mordre. Je dis des choses carrément. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Et pourtant, Dieu sait que, vu tout ce qui est arrivé à mon père du fait de son engagement, tout de même condamné 3 fois à mort par contumace par la justice de M. de Gaulle, le fils se dire, oh là là, je m'occupe de ma carrière, point à la ligne. Bon, eh bien non. Je n'ai pas voulu plier, j'estime que mon devoir est de transmettre ce que je sais. Mais non, mais je veux dire, pour des très jeunes qui veulent se Alors lancer... pour les très jeunes, mais si, ben, j'étais très jeune à l'époque. D'accord, d'accord. J'étais très Non, mais jeune. aujourd'hui... Donc, aujourd'hui, justement, Quand on- c'est pour ça que je réponds, ça Oui. dépend des caractères, Oui. il faut qu'ils comprennent que cette situation n'est pas irréversible. Évidemment, s'ils ne s'engagent pas pour combattre, elle va devenir irréversible. Mais chacun, à chaque génération, a le devoir de faire le tri des idées, de se rendre compte de ce qui est vrai, de ce qui est compatible avec ce en quoi il croit, de ce qui est bien pour la société et d'agir en conséquence. Alors comme beaucoup ne parlent pas de votre livre, on va en reparler. Donc La maçonnerie, édition de la Société de philosophie politique de Philippe Ploncart-Dassac. Alors merci de cette réponse très très intéressante. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie est en perte de vitesse ou pas du tout? Je crois qu'elle est en perte de vitesse. Elle est en perte de vitesse pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce qu'il y a des luttes intestines d'intérêt. Ceci dit, et ça il va falloir que je retrouve une citation, il ne faut pas croire qu'il y a de bonnes obédiences et de mauvaises obédiences. Je m'en souviens à peu près par cœur, comme disait le grand maître Bello de la Grande Loge nationale de France, c'est-à-dire l'obédience qui, selon certains compagnons de route, disent que c'est une Loge de droite. loge de droite, déiste, donc tout à fait fréquentable, et patati et patata. Et voici ce que disait ce grand maître, Jean Bello, et toutes les obédiences participent au même but. Alors qu'on ne vient pas nous dire qu'elles sont différentes les unes des autres. En fait, et là encore c'est un des aspects de la maçonnerie, chaque obédience a pour tâche de travailler tel ou tel public, exactement. C'est tout. C'est tout. Donc il n'y a pas de bonne maçonnerie puisque toutes concourent au même but. C'est eux-mêmes, encore une fois, ce sont eux-mêmes qui le disent. D'accord. C'est pas nous, affreux petits catholiques, tradis, Complotistes. fachos, complotistes, etc., qui le disons. C'est eux qui le disent, qui s'en vantent. Vous avez vous avez un peu parlé du moins, et vous avez quand même insisté dessus, sur l'importance de la formation intellectuelle. Oui. Alors il y a beaucoup de personnes de moins de 30 ans qui regardent mes vidéos et qui n'ont pas forcément, malheureusement, l'habitude et la volonté de lire un ouvrage aussi complet que le vôtre. Je le rappelle, qui est pour moi un ouvrage un des plus complets avec celui d'Epiphénaïus. Vraiment, c'est un ouvrage à lire et à découvrir et à mettre entre toutes les mains. Alors, est-ce que vous avez 2-3 petits conseils de livres ou peut-être de brochures un peu moins denses que celle-là, pour notamment les plus jeunes ou les personnes moins jeunes qui ont perdu cette habitude de lire? Très juste, vous avez de très bonnes questions, et c'est pour ça que nous avons lancé une petite collection qui s'appelle Analyse et critique, dans lequel on reprend en très résumé un certain nombre de sujets. Et donc, notamment sur la maçonnerie, il y a une petite plaquette qui doit faire une 20aine de pages à peu près, qui est vendue 7 €, je crois, 5 ou 7 €, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Le double visage de la maçonnerie et de ses compagnons de route. On retrouve sur les compagnons de route. Donc là, c'est pas cher. 7 €. Je crois que c'est 7 €. D'accord. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse pour le commander? Parce que ça pourrait... Le double visage de la maçonnerie et ses compagnons, 10 €. D'accord, donc ça reste 10 un prix €, très 10 correct. € port compris. Hein. Port compris.
Et alors l'adresse, c'est comme pour la maçonnerie, on peut commander cela à la Société de philosophie politique, boîte postale 30 030, 83 952, Lagarde, CEDEX. Je répète, Société de philosophie politique, boîte postale 30 030, 83 952, Lagarde, CEDEX. Vous avez une phrase que vous répétez souvent, qui me semble juste, c'est celle de dire on ne restaure pas un pays avec les principes qui le détruisent. Et en conclusion, vous citez Bossuet, si l'homme est libre de choisir ses idées, il n'est pas libre d'échapper à leurs conséquences. Alors, vous allez répondre négativement, mais il faut que vous le disiez quand même. Beaucoup aujourd'hui se disent on va un peu épouser les thèses de l'adversaire pour les changer. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme stratégie? Eh bien, le problème, c'est que quand on analyse les résultats de ce genre de tactique au travers de l'histoire, c'est à chaque fois l'échec. En fait, quand on commence à utiliser le vocabulaire de l'adversaire, on finit par penser comme lui et agir comme lui. Exactement ce qui s'est passé avec le Front National déjà du temps de Le Pen père, et ce qui est en train de se passer encore plus avec Marine Le Pen. Et j'avoue que le dernier épisode de l'invitation à avorter de Marine Le Pen à Radio Juive, Radio J, je dis bien Radio J parce que beaucoup de gens qui voient les hommes politiques parler à Radio J ne savent pas que c'est une radio communautaire juive. C'est pour ça que j'insiste bien. La façon dont elle s'est fait éjecter de cette émission qui était programmée suite à un coup de fil du Premier ministre israélien montre bien qu'elle n'est pas encore suffisamment cachère. Est-ce qu'il y a encore une question que je n'aurais pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose pour présenter un peu, parler de ce livre? Non, je crois que vous avez très bien lu mon livre, en tout cas. Vous en avez bien tiré la substantifique moelle. Ouais. Vous m'avez fait pas tout à fait un reproche, mais vous avez évoqué un danger pour ceux qui liraient mon livre, qui croiraient que la maçonnerie tient tout. Je crois avoir essayé d'éviter ce piège. Par contre, vous avez parlé d'Epiphanius tout à l'heure, et là, quand j'ai lu son livre, qui est bourré de documentation aussi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire, parce que tout était verrouillé. Je crois que dans mon livre, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je donne les motifs d'espoir, je donne le mode d'emploi pour ne pas tomber dans le désespoir, mais je donne les armes pour pouvoir combattre. Et le livre d'Epiphanius, je veux dire, ça perd l'hypothèse, celui qui va lire ça, mais il n'y a plus rien à faire. C'est plus un dictionnaire qui représente. C'est un dictionnaire. Ouais. Et donc, il y a ce danger incontestable, c'est que quand on voit le complot, les gens peuvent se dire, il n'y a plus rien à faire d'ailleurs. Dans le milieu, et je crois d'ailleurs que certains s'ingénuent à faire passer ce message, c'est de dire aux uns et aux autres, de toute façon c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ce qui est faux. Ce qui est faux, quand on lit l'histoire, mais mon Dieu, quel pouvait être l'espoir de survie de la société des gens qui ont vécu la Révolution française ou le communisme. Simplement, et là c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est le fait de dire que les systèmes faux par nature, qui ne reposent pas sur la réalité des choses, portent en eux les germes de leur propre autodestruction. Et c'est à ça que va aboutir le mondialisme, mais il faut y aider quand même. Hein, pas rester dans sa chambre à prier. Bon, prier c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut prier et agir. Et je crois que le mondialisme va s'effondrer, parce que ça va entraîner de telles catastrophes dans la société de tous les pays qu'il va y avoir des révolutions. Prenons par exemple ce qui se passe dans certains pays arabes aujourd'hui. Sans tout mélanger non plus, parce que je ne pense pas que la révolution en Libye soit du même type que la révolution en Tunisie et en Égypte. Et je dirais, si on a encore un peu de temps tout à l'heure, pourquoi.
c'est que en fait, ce sont des révoltes de la faim. Pourquoi des révoltes pour la faim? Mais parce que ceux qui tiennent les rênes de la finance mondiale jouent à la baisse quand ça leur convient, ou à la hausse quand ça leur convient aussi, la hausse des denrées, alors le pétrole bien entendu, mais aussi les denrées alimentaires, ce qui est inadmissible. Et c'est comme ça qu'on arrive à une paupérisation des gens qui n'ont plus de quoi s'acheter, de quoi se nourrir. C'est la cause principale de ce qui s'est passé, notamment en Tunisie et en Égypte. Alors, Tunisie, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux assez rapidement, qui bien entendu n'a pas été écrite dans la presse, même pas dans la presse dite nationale, nationale entre guillemets, c'est-à-dire les journaux de ce qu'on appelle notre mouvance, c'est que le clan Ben Ali, c'est le clan de sa femme Trabelsi. Un clan juif. Trabelsi, c'est un nom juif. Et donc, la rue tunisienne a renversé ce pouvoir-là. Prenons l'exemple de l'Égypte. C'est quasiment du même type, puisque Moubarak est l'allié régional d'Israël. Et il faut tout de même savoir qu'il est financé chaque année à la hauteur de 2 milliards 500 000 dollars. Oui, oui. Dont 2 milliards 250 000 rien que pour l'armée. Alors, comment ça va tourner? D'ailleurs, la parfaite démonstration de ce que je dis, c'est le télégramme qui a été révélé encore une fois par ce quotidien israélien à Haaretz. On trouve des choses très intéressantes. Un télégramme des télégrammes qui étaient secrets de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, aux États-Unis et au gouvernement européen, leur demandant de soutenir coûte que coûte Moubarak. C'est la démonstration. Là encore, clan juif. Contre la rue. Alors comment tout ça va évoluer? Il est certain que les Américains et Israël vont essayer de récupérer la chose en Égypte au travers de l'armée. L'affaire est loin d'être terminée. Et en Tunisie, je pense qu'il va y avoir... Ça ne va pas se passer comme ça. La Libye, c'est autre chose. Et quand Kadhafi accuse les Américains et Al-Qaïda d'être derrière l'insurrection dite populaire, je ne suis pas loin de le croire, parce que quand on connaît le rôle d'Al-Qaïda, genre de monstre du Loch Ness que l'on sert quand ça convient, etc., Ouais. je me dis qu'il n'a pas tout à fait tort. Alors, on verra la suite des événements. Allez, écoutez, alors cet entretien touche à sa fin. J'ai encore au moins une dernière question, M. Blanquer-Dassac. Accepteriez-vous de participer à un débat que j'organiserai sur le thème de la franc-maçonnerie avec un adversaire qui reste à désigner? Oh, oui, tout à fait, aucun problème. Avec le plus grand plaisir. Allez, écoutez, on répète alors La maçonnerie de Philippe Blanquer-Dassac, édition de la Société de philosophie politique. Et comme vous le dites si bien dans votre conclusion, c'est un livre que je conseille à tous de lire afin que nul ne puisse dire qu'il ne savait pas. Monsieur Blanquer-Dassac, merci. Merci, cher ami. Heureusement qu'il y a des jeunes comme vous pour prendre leur relève. Merci.